Est-ce qu'on doit essayer le plus tôt possible d'arriver avec une solution de paix au Soudan? Est-ce que de participer par un mandat d'arrêt à faire arrêter une certaine personne, ça peut nous amener vers la paix d'une façon plus rapide? Ou au contraire, il faut faire cette espèce de négociation pour dire non, il faut peut-être garder ces acteurs pour arriver à la paix. Mais je dirais, ce qui est central, toujours, c'est cette idée par rapport aux victimes. Et si je reprends cette même idée, ça c'était plutôt l'aspect politique, si je reprends maintenant l'aspect humanitaire et de justice, qui est l'autre contradiction, où le CICR, comme les autres ONG, on a travaillé, on continue encore aujourd'hui à travailler pour le travail de la Cour pénale internationale, là encore, la question, elle est difficile. Elle se pose, je dirais, avec un peu ces mêmes tensions. C'est quel mode utiliser? Alors, au niveau global, je l'ai dit tout à l'heure, la Cour pénale veut, par des sanctions, par des punitions, punir des personnes qui ont été coupables de violations de droits de l'homme ou de droits humanitaires. Alors, ce travail peut, d'une part, on l'espère, décourager certains futurs auteurs de violations, et elle peut permettre peut-être de faire cesser que de nouvelles victimes souffrent. En même temps, est-ce que ce processus pourrait empêcher aujourd'hui le travail des humanitaires qui viendraient au secours des victimes actuelles? C'est un peu le dilemme entre la victime actuelle à sauver et la victime de demain. C'est un peu, je veux vous le placer sur cette espèce de momentum. Ou la victime d'hier qui demande réparation, qui a besoin aussi pour se réparer, tout à fait, d'avoir le sentiment que le crime est jugé. Absolument. Donc, il y a l'effet qui doit décourager, il y a celle de la justice, il y a celle de réparer, et il y a l'impact aujourd'hui, en tout cas, qui était un peu une des questions posées aujourd'hui. Est-ce que la Cour pénale internationale aujourd'hui pourrait faire, en fait, que des victimes ne soient pas secourues sur le terrain, les victimes actuelles, que ce soit en RDC ou au Soudan? Parce qu'en effet, comme Ronnie l'a très bien dit, en collaborant avec la Cour pénale internationale sur le terrain, on risque effectivement de perdre l'accès à des victimes. Et là, le choix, bon, je ne veux pas parler qu'au nom du CICR, et là-dessus, je vais simplement faire peut-être spécifier une chose. Le CICR, notre travail, il est dans un outil de persuasion, c'est-à-dire que le CICR s'occupe des violations de droits humanitaires, droits de l'homme. Notre outil privilégié, il est dans la confidentialité. On traite de ces violations avec les responsables des violations, qu'elles soient étatiques ou non étatiques. Mais notre travail, il est par la persuasion. Donc, c'est un dialogue qui est confidentiel. Ça étant dit, ça serait un peu facile ou un peu court de dire, OK, le CICR, on a l'immunité de témoignage, on a notre façon de travailler avec la CPI, donc tout va très bien pour le CICR. Je vais simplement ramener le fait que cette tension actuelle, elle ne concerne pas uniquement le CICR parce que les actions des uns et des autres ont un impact aujourd'hui sur l'ensemble des humanitaires. Et je voudrais simplement ramener ici le travail des onusiens, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'ONG, je ne vais pas rentrer dans les cluster approach ou la nouvelle réforme humanitaire des Nations unies, mais il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ONG, et on comprend pourquoi, travaillent de très près avec les Nations unies. Et là, je pense à nos collègues humanitaires de ces agences onusiennes, qui aujourd'hui, pour qui ça pose un vrai problème. Et dans cet élan, ça amène aussi des ONG à travailler très près avec les Nations unies, qui, elles, doivent quand même collaborer avec la Cour pénale. Voilà, je pense que j'ai soulevé beaucoup plus de questions que j'ai répondu à d'autres, mais pour un peu encadrer... D'autres commentaires ou d'autres questions? Et puis j'aimerais bien quand même que Lise Boudreau, à un moment, vous nous racontiez un peu comment, sur le terrain, vous avez vécu tout ça à travers les années, à travers les conflits que vous avez, au sein desquels vous avez travaillé, et tenté d'apporter quelques réconforts. Monsieur Léon Caron, journaliste congolais pour l'association La Maison des journalistes. Si on peut revenir au cas du Kivu, à l'est de la RDC, je voudrais savoir qu'est-ce qui empêche aujourd'hui qu'un homme comme Laurent Nkunda, chef rebelle, avec son staff, soit mis aux arrêts, parce qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par la Cour pénale internationale, d'une part, et de l'autre, puisqu'il s'agit de trouver une force qui puisse mettre la main sur lui. Nous avons plus ou moins 17 000 casques bleus au Congo, dont 6 000 opérant dans la région du Kivu, mais Laurent Nkunda est en totale liberté, il continue son action, présenté comme étant une rébellion. Donc voilà, je voudrais savoir, M. Simon Foreman ou M. Claude Jorda, qu'est-ce qui empêche qu'on puisse arrêter un homme comme Laurent Nkunda, qui est clairement poursuivi par la Cour pénale internationale. Deuxième question, ça c'est par rapport à la position de l'Union africaine qui trouve que la plupart des mandats de la Cour pénale internationale ont été lancés contre des dirigeants africains. J'aimerais savoir, toujours mes référents au cas du Kivu, pourquoi les responsables des multinationales qui sont impliqués dans ce conflit depuis 1999 et qui ont été clairement identifiés par le rapport de la
de l'enquête diligentée à l'époque par Kofi Annan, qui ont été clairement identifiés. Il s'agit des multinationales qui opèrent pour le contrôle des mines du coltan, de l'or, tout ça. Ces responsables sont clairement identifiés. Pourquoi la CPI n'a jamais lancé aucun mandat contre un de ces responsables? Merci. Claude Jorda, sur cette dernière question, est-ce qu'elle en a les moyens juridiques? Oui. Oui, bien sûr, il en a les moyens. D'ailleurs, ça avait commencé à Nuremberg, où on a les juges de Nuremberg, enfin le procureur de Nuremberg a dit qu'était organisation criminelle un certain nombre de chefs de grands industriels allemands. Oui, tout à fait. Oui, Krupp par exemple. Bon. Sur la première question, je suis plus embarrassé pour vous répondre parce que je n'avais pas, mais peut-être que je ne suis pas à jour, je ne savais pas que M. Kabila ou que le procureur avait lancé un mandat d'arrêt contre le chef rebelle Laurent. Vous êtes plus à jour que moi. Il y a un mandat d'arrêt qui a été avalisé par les juges sur le chef rebelle actuel, là. D'accord. D'accord. Ben donc la MONUC devrait prêter main forte, effectivement, au procureur. Je suis extrêmement étonné. Elle en a les moyens, en tout cas, juridiques. Voyons, je voudrais avoir quand même le point précis, là. Hein, Ghislaine. Il y a un mandat d'arrêt qui a été demandé à une chambre préliminaire. Est-ce qu'il a été accepté par les juges de la chambre préliminaire? De la Cour pénale internationale. Voilà. Bon. C'est ça. Moi, je suis assez dubitatif. Je suis assez dubitatif, mais... Oui, c'est un mandat d'arrêt qui a été demandé et pas encore délivré. Oui. De même, d'ailleurs, il y a eu un mandat d'arrêt contre Jean-Pierre Bemba et puis il a été arrêté. Voilà. Qui l'a arrêté? Il faut que la chambre préliminaire, dans la procédure, avalise en quelque sorte, confirme ce mandat d'arrêt. Mais Bemba, il a été arrêté en RDC ou il a été arrêté ailleurs? Belgique. En Belgique, oui, c'est ça, il a été arrêté en Belgique. Et il est détenu, absolument. C'est peut-être un des éléments de la réponse, peu importe que ce soit Nkunda ou quelqu'un d'autre. La question, c'est que la Cour pénale internationale n'a pas de police. Elle ne peut pas toute seule. Elle peut émettre des mandats d'arrêt si la procédure dont parlait Claude Jorda aboutit à une décision de la Chambre d'émettre le mandat d'arrêt. Mais ensuite, la Cour pénale internationale est tributaire des États pour exécuter ces mandats d'arrêt. Alors Bemba, effectivement, il y a une opération... Bemba, qui était un milicien congolais. Congolais, qui est arrêté d'ailleurs pour des faits commis en République centrafricaine, pour un dossier qui concerne la République centrafricaine, a été arrêté en Belgique. Le procureur de la CPI a monté une opération avec les autorités belges, puisqu'il savait que... Mais c'est un mandat d'arrêt qui a été délivré par la CPI oui, ou par la CPI, par la CPI. Pour Bemba, c'est un mandat d'arrêt qui a été délivré par la CPI. Et c'est en vertu de ce mandat qu'il a été arrêté. Tout absolument. La Belgique ayant il y a eu d'autres cas de ce genre depuis la création de la CPI en 1998. Il y a Thomas Lomanga Dilo qui a été arrêté par le mais en RDC, en RDC. Les deux autres. Il a été transféré parce qu'il était en prison déjà pour d'autres faits en RDC. Les autres, les chefs en Ouganda, les chefs de l'armée des seigneurs, sont en fuite. Mais en même temps, votre question est très intéressante parce qu'elle justifie en quelque sorte un peu ma théorie du risque de justice alibi ou de justice instrumentalisée, non pas comme l'entendait Ronnie Broman, parce que je suis largement d'accord avec lui, c'est qu'effectivement, ces pays sont en conflit. Bien entendu, Kabila représente l'autorité légitime, mais jusqu'à quel point, en fin de compte? Jusqu'à quel point? C'est ça que je me pose comme question. Oui, la RDC a ratifié le statut. Et je me pose quand même la question de savoir, effectivement, si demain Kabila dit il faut maintenant que la CPI agisse pour faire avaliser le mandat d'arrêt contre Laurent, je ne sais plus comment il s'appelle, Laurent Kunda. À ce moment-là, quel rôle fait-on jouer à la Cour pénale internationale? Je vais vous donner un paradoxe que j'ai cité dans un article que j'ai commis il y a quelque temps. Je disais que si tous les États de la planète, les 195 pays de l'ONU, ratifiaient le statut, ce serait une catastrophe. Pourtant, tout le monde a l'air de dire, mais Jorda est tombé sur la tête, c'est pas possible. Oui, ce serait une catastrophe, parce que là, elle deviendrait comme l'Assemblée générale des Nations Unies ou comme la Cour internationale de justice, c'est-à-dire la Cour totalement alibi, c'est-à-dire qu'on enverrait de temps en temps, imaginez que demain la France devienne une dictature, on enverra Pétain enverra le général de Gaulle devant la Cour pénale internationale. C'est ça le danger.